Débranche tout. Qui chante des branches? J'ai pas la ref, Jennifer. Non. Jennifer the Block. Non. Lara Fabian. Non. Diams. Je sais pas. James. Hippo, c'est fini pour la variété française. Jean-Louis Hippo. Aubert. Bah, la c'est boulette, exactement Toi-même, la même tu sais pas? C'est en, Laurie c'est en un mot? Non, Laurie c'est en un mot ou en deux mots? Non, c'est Ah, plus c'est vieux. des branches. Non, Des mais, branches. non, mais la chanson. Pas des- tout. mais pas des espaces branches, mais Bah, genre quand l'artiste, faut que c'est en vous un mot ou l'avez. deux mots? Mais vous êtes sérieux? Mais l'artiste, c'est qui, Kate? Mais c'est France Gall. Bah, est-ce qu'on a la ref de cette putain. dame qui est morte depuis 5 ans? Ah, Bah, tu bien vas sûr. l'insulter. Là, t'as insulté. Je trop En généreux. plus, elle est morte il y a 7 ans. Je me souviens quand elle est morte, ça t'avait fait. Moi aussi. Bah là, tu viens de détruire la totalité, tu t'en rappelles, là? Allez, bonjour à toutes, à tous, à toi, à vous, à nous. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Pour ce 10e épisode, toute l'équipe est réunie pour revenir sur le mois de mai, un mois où certains ont clairement fait ce qui leur plaisait. Je suis condamné pour corruption, mais je n'ai plus besoin de porter un bracelet électronique. Je ne crois pas en l'état de droit, mais je suis élu à la tête d'un parti censé être républicain. Je ne commets pas de génocide, mais j'affame toute une population civile et la bombarde sans relâche depuis 2 ans. Non, franchement, c'est un manque d'éducation, oui. Comme ma daronne disait, non Erwan, il n'y a pas de mais. Tu arrêtes de péter sur ta sœur et tu Voilà, comme ça, c'est réglé. C'est un trauma. Alors moi, j'ai troqué mes mets contre les meilleures chroniqueuses de leur génération. Val, Hippo, Elias, Marie, mes petites pépitas del Merc des Maillots. Bonjour. Bonjour. Et comme en mai, on fait ce qu'il nous plaît, nous avons 2 invités de marque. Pas de Marc Lavoine, non, même si elles ont les yeux revolver. Ben et Louane, bonjour, comment ça va? Ça va super et toi? Alors non, pardon, je Ok. vous coupe, on n'est pas chez Mémé ici. Voilà, c'est encore moi qui décide du déroulé, allez sommaire. Pour un coup de gueule au sommet, Hippo s'attaque aux trends les plus à droite de votre feed. Hippo, tu nous donneras des nouvelles de Karen, j'espère. Exactement. Face au danger de la fast music, il lance un appel. Oh, c'est court! Val, qu'est-ce que tu nous chanteras? Aujourd'hui, je vais vous chanter le raccourcissement des chansons. Quant à moi, je vous parlerai du plus grand, du plus beau, du plus iconique jour de l'année. Nous passerons ensuite à celle qui se tape l'incruste et qui, en plus, demande du temps de parole. Louane, tu veux pas un numéro de sécu non plus? Aussi. Voilà. Puis nous retrouverons celui qui est de retour de la Carreau du Nord et ça n'a rien à voir avec les ch'tis. Elias, tu prendras bien un café frappé avec les fratés. Oui, exactement, je prendrais même un match à la thé. Oh, j'adore. Et si Dieu le veut, nous lui laisserons le mot de la fin. Marie, qu'est-ce que le mois de mai t'a inspiré? Bah écoute, des départs. Allez, sans plus tarder, laissons la parole à celle qui aime mettre le mess à la messe. En garde pour le coup de gueule d'Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars, comment allez-vous en ce mois de mai? Moi très bien puisque l'on est enfin réunis together pour le podcast. Elias est rentré des States et la journée s'annonce iconique. Aujourd'hui, nous allons parler des trends TikTok et du retour du conservatisme. Allez. Si vous avez les réseaux sociaux, vous avez certainement vu passer ces dernières semaines quelques trends toutes plus tragiques les unes que les autres, telles que le skinny talk ou encore les tradwives. Pour rappel, le skinny talk, c'est une trend lancée sur TikTok qui appelle à la minceur, voire à la maigreur à outrance. La trend fait la promotion de la minceur à outrance, encourage les comportements toxiques en relation avec la nourriture, favorise les TCA et glorifie la grossophobie. Au programme, vous avez plein de jeunes filles qui vous rabâchent sans cesse que tous vos problèmes disparaissent si vous êtes fine, à grands coups de phrases comme si ton ventre gargouille, c'est qu'il t'applaudit. Vous encourage à compter vos calories à chaque repas et vous propose des régimes à base de 1000 calories par jour. Tout ça sur fond de grossophobie en vous rappelant à quel point votre vie est nulle si vous n'êtes pas mince. Ok. Les professionnels de santé alertent beaucoup sur cette trend parce que, pour rappel, en France, on estime que le nombre de personnes souffrant de TCA, c'est d'1 million, tout tromble confondu. Cette trend, elle rappelle dangereusement la trend pro-ANA dans les années 2010. Peut-être qu'on était un peu jeune pour s'en souvenir, mais c'était l'époque Tumblr et le fameux écart entre vos cuisses. D'ailleurs, je m'en souviens. Oh my Je m'en god. souviens très bien, j'avais 8 ans et à l'époque j'avais pas les réseaux sociaux, mais un jour je regardais le France 2, enfin genre un journal de France 2 et il y avait Laurent Delahousse qui parlait de l'écart entre les cuisses, à quel point c'était une trend un peu tragique, Tarlet. Voilà.
Et sachez que les One Direction avaient écrit une musique qui s'appelait Diana, donc genre Dianorexia, sur l'album Midnight Memory, en mode mort à l'anorexie pour les non-bilingues d'entre nous, et qui disait que ta valeur n'était pas le reflet de ton miroir. Vraiment. Oh my god, les Merci, babes. les babes. Comme je l'ai évoqué, cette trend, elle nous revient des années 1990 à 2000, où il y avait un culte de la maigreur, où toute personne faisant une taille 36-38 était considérée comme étant obèse. Et c'est hyper problématique parce qu'il y a plein de gens qui se sont construits avec cette image qui a flingué l'image en soi de générations entières. Et surtout que si vous passez votre temps à être affamé, vous n'avez pas le temps de vous rebeller, ou vous êtes bien plus facile à contrôler quand vous êtes affamé. Et le retour de cette tendance de maigreur à l'extrême, c'est clairement pas un hasard. Elle se fait au même moment avec le retour du conservatisme qui prône des valeurs très traditionnelles de famille blanche, où l'apparence est clé, doit être maîtrisée, polie, lisse, avec un maman, une papa, blanc, très bien habillé et tout ça. C'est la même chose avec les Tradwives, littéralement épouses traditionnelles, encore une fois pour les non-bilingues, qui se filment dans leur cuisine à cuisiner des bons petits plats, à être toujours très bien apprêtées, à ranger la maison et à s'occuper des enfants, et à toujours être disponibles pour leur mari. Le problème ici, c'est pas que des femmes soient femmes au foyer et s'occupent de leur enfant et de leur mari, si c'est leur choix, go bestie, mais le problème ici, c'est qu'elles disent pas toute la vérité. Ces femmes, ces Tradwives, elles gagnent de l'argent de par leur activité d'influence, de l'argent qui leur appartient à 100%, ce qui n'est pas le cas des femmes au foyer qui sont dépendantes à 100% financièrement de leur mari, puisqu'elles ne sont pas rémunérées pour leur travail à la maison, et qui peut conduire à des situations abusives où il est compliqué pour celles-ci de partir, puisqu'elles n'ont aucune ressource financière, et donc ça les contraint à rester. Et l'autre problème, c'est de faire la promotion de ce mode de vie très traditionnel comme s'il était au-dessus de tous les autres et que les méchantes féministes t'empêchaient de faire femme au foyer. Les féministes veulent juste que tu aies le choix dans ce que tu fais, dans ce que tu décides de ton activité, pas qu'on t'impose un mode de vie. Je veux jamais qu'une femme n'ait pas le choix de mener les activités comme elle le veut, mais je peux pas m'empêcher de me dire que promouvoir un style de vie dans lequel les femmes sont dévouées entièrement à leur mari et dépendent financièrement à 100% de celui-ci, alors que toi-même tu l'es pas et que tu as le choix de partir quand tu veux, bah moralement c'est bof bof. Et ces tendances, elles sont super populaires en ce moment avec le grand retour du conservatisme où l'on érige la famille blanche, catholique, traditionnelle comme modèle de bonheur absolu. C'est exactement ce que veulent les conservateurs, déposséder les gens de leur choix et les forcer dans des cases bien rangées sans qu'ils bronchent pour mieux les contrôler. Tout ça, ça s'inscrit dans la stratégie des conservateurs et du trumpisme, et penser que les tendances sur les réseaux sociaux et la politique n'ont rien en commun, c'est stupide, effrayant et c'est nier la réalité. Merci beaucoup Merci Hippo beaucoup. pour cet Bravo, état Hippo. des lieux, je garantis sans conservateur. Bon, alors je propose un petit point positif quand même. C'était ton anniversaire il n'y a pas très longtemps, Hippo, joyeux anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu as fait de beau pour fêter cet événement? Et ben malheureusement j'ai taffé la journée. But je suis allée au restaurant le soir avec ma famille qui était montée sur Paris pour l'occasion. Adorable. Et après du coup on a passé grave un bon week-end, c'était très sympa. Et donc là on est tous réunis together. Mais oui, c'est ça qu'on veut Oui. pour parler des fachos. On adore. Finalement. Tu parles de ces tradwives, ces femmes traditionnelles, ces femmes au foyer, et c'est un argument, je trouve, qui revient souvent dans l'antiféminisme, c'est de dire oui, mais il y a des femmes qui pourtant choisissent d'être femmes au foyer, vous pouvez pas les forcer, etc. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être que là, ce sont leurs choix, et c'est ce que tu disais, il y a une indépendance financière. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre d'autre à ces gens-là qui disent non, mais en fait, on a le droit aussi d'être une femme au foyer? Je regarde Louane aussi parce que c'est un truc qu'on a beaucoup entendu chez notre tante, par exemple. Bah, pour moi, quand elles te disent, en fait, elles te disent, moi, je veux être femme au foyer. Et en fait, dans la phrase, il y a le verbe vouloir. Donc, en fait, c'est ça le féminisme, c'est t'as le choix. C'est en fait que soit tu veux travailler, soit tu veux être femme au foyer. Et en fait, il n'y a aucune féministe qui dit, ouais, faut arrêter les femmes au foyer ou autre chose. C'est, vous faites ce que vous voulez, mais juste, ayez un peu conscience que, en fait, vous n'êtes pas... que vous êtes dépendante de votre mari et que votre travail n'est pas rémunéré. C'est juste ça, mais si vous voulez l'être, il n'y a aucun souci, franchement, go les besties. Mais en fait, c'est un choix et c'est juste ça le féminisme. Là, vous avez le choix de l'être, mais on ne vous l'impose pas. Mais de la même manière que vous avez le choix de travailler, on ne vous l'impose pas non plus. Donc en fait, c'est juste ça. J'ai juste faut pas que ça soit un schéma imposé, et ce que tu dis quand tu parles des tendances, c'est vraiment que on montre juste une esthétique, et en l'occurrence on dit pas ce qu'il y a derrière et tout ce que ça implique de mener à cela, et d'autant plus quand c'est des personnes comme tu dis qui se font la thune dessus mais qui n'ont pas le réel statut et qui montrent juste leur vie quotidienne. Enfin, c'est vraiment sauter sur une tendance ou la construire pour se faire de la tunasse et pas
soulever ce qui est sous-jacent à ça, quoi. Bah, Oui, c'est ça, parce qu'elles peuvent partir à tout moment du coup, mais C'est ça. si t'es juste femme au foyer pure sans revenu, entre guillemets, bah. Parce qu'il y a une influenceuse qui est très connue qui en fait est mormone. Anélia. Et elle a 10-15 millions d'abonnés. Ah Et en fait, elle se filme juste à faire des recettes, machin, elle est là en mode trade wife et tout ça. Mais oui, mais Et j'ai en fait, vu. elle est millionnaire. Donc en fait, elle est millionnaire et tout l'argent, de ses vidéos, c'est elle-même qui l'a, c'est pas son mari. Donc en fait, c'est ça le problème. C'est de dire oui, c'est pour votre mari et tout. Mais toi, le jour où ça se passe mal, bestie, t'as des millions pour te barrer en fait. À un moment, quand t'as des gosses, quand t'as aucun argent de côté, en fait, c'est fini. Vous faites comment? Enfin, vous êtes dans une précarité et une incertitude constante, quoi. Mais même sans dire de ça se passe mal, si c'est le pire des schémas, juste si à un moment t'as envie d'autre chose, bah Oui, elle c'est peut ça. se le permettre. Là où quelqu'un qui a fait qu'un travail domestique qui est pas rémunéré, bah n'a pas cette option, quoi. Mais moi je pense que moralement, enfin oui, il faut dire en mode elles ont le choix de faire ce qu'elles veulent dans leur vie. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose la question matérielle sur pourquoi il y a une repopularité de ce phénomène et pourquoi certaines femmes partent dans ce genre de phénomène. Et j'avais écouté un podcast de Salomé Saké qui en parlait. Et en fait, elle expliquait que la promesse féministe n'a pas été tenue parce que tu as eu une égalité des droits qui est tenue, mais tu as une égalité des conditions de vie qui n'a pas été tenue. Et par exemple, typiquement, les femmes, dans le milieu professionnel, elles touchent moins que les hommes, en moyenne 24%. Quand tu regardes les chiffres du RSA, le RSA majoré, c'est-à-dire quand tu as un enfant en charge, c'est 96% des personnes sont des femmes. Et du coup, en fait, tu as une société où en fait, elles vont cumuler du coup, un boulot précaire, des salaires plus bas, et en plus de ça, quand elles rentrent à la maison, elles ont encore la charge mentale. Donc en fait, tu as une double journée qui s'impose, et donc elles vont se dire, c'est plus vivable, je préfère rester au foyer pour juste avoir un rythme moins pénible que dans le milieu professionnel. Et du coup, en fait, tu as une double violence en fait, qui s'impose. Et je pense que du coup, notre rôle, ça doit pas être de critiquer la tradwife en tant que telle, en mode, on peut pas aller voir la tradwife en disant, ce que tu fais c'est mal, va travailler et tout. Ouais. Mais je pense que du coup, ça doit être dans le changement de société, où faut garantir des conditions de travail où les femmes et les hommes sont payés de la même façon, faire en sorte que les hommes ils prennent en charge la moitié du travail domestique. Et puis aussi, il y a une idée qui était intéressante, c'était les femmes qui veulent vraiment rester des tradwives en tant que telles, les rémunérer, parce qu'en fait, le travail domestique, c'est du travail. Et du coup, c'est ce qui a notamment été fait par Thomas Sankara au Burkina Faso, où en fait, quand il a pris le pouvoir, il avait rémunéré les femmes qui restaient au foyer. Quand il a été élu, perdu. Il n'avait pas été élu, il a pris le pouvoir du coup. Et du coup, je pense que c'est plus la question matérielle qu'il faut se poser plutôt que la question morale. On est tous d'accord autour de la table pour dire que faut pas critiquer la femme en tant que telle, parce qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Non, mais oui, mais c'est juste que c'est sûr, comme tu dis, t'as pas d'équité, t'as 2 journées à la maison, tu gères tout toute seule. Et en plus de ça, t'es moins payé, tout ça. En fait, le problème, il est là, quoi. Et je pense que le signe qui fera qu'on sera à l'égalité, c'est que les hommes seront des hommes au foyer. Je pense que quand il y aura vraiment un 50-50, ce sera vraiment le moment où je pense qu'on pourra parler d'une égalité. Je voulais revenir aussi au deuxième sujet, parce qu'il y a 2 sujets. Tu traites des tradwives, tu traites aussi de la trend skinny talk que je connaissais pas du tout. Est-ce que tu as signé la pétition de Charline Duhigg, Hippo? Eh oui. Mais non. Trop forte. Alors, pour les autres, l'infirmière Charline Duhigg, c'est celle qui tient le compte Insta intitulé Au cœur des TCA. Et cette pétition a inspiré la secrétaire d'État chargée du numérique, Madame Clara Chapaz, qui a même saisi le régulateur des médias et la Commission européenne en avril dernier. On attend encore que les autorités agissent concrètement contre ce problème. Est-ce que vous, les petits chats, vous vous sentez concernés par cet impact de ces trends skinny talk et même au-delà en fait? Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur votre comportement alimentaire? Oui. Voilà, on en parlait hier avec Val, en vrai oui, genre les trucs un peu, là j'en fais clairement la critique, mais j'en suis clairement pas exemple de, tu regardes les recettes avec le moins de calories ou des trucs comme ça ou machin, là t'as tant de grammes de protéines, genre là c'est un repas qui fait tant de calories avec tant de grammes de protéines, tant de grammes machin, donc en vrai oui, ça impacte clairement, et puis même l'image de soi et tout, oui, vraiment 100%. Oui, vraiment, puis c'est ce qu'on en parlait hier en évoquant Lena Situation qui s'est fait bâcher parce qu'elle avait pris du poids, et elle disait oui, on essaye de... Enfin, j'ai tout fait pour essayer de modifier mon corps, mais quand on voit les réseaux sociaux, ça nous impacte forcément. Et Élise Lucet lui disait, mais toi aussi, Léna, elle est en mode, bien sûr. Et c'est comme toi, en fait, elle tient le même propos que toi, mais ça n'empêche qu'elle n'en reste pas moins impactée. Et... C'est des victimes, quoi. En vrai, vous êtes juste des victimes du truc.
Et je pense qu'on en a un peu tous. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué et qui marque encore aujourd'hui mon comportement alimentaire, c'est, je sais pas si vous aviez vu les photos d'assiettes où il y a moitié légumes, un quart protéines, un quart féculents. Moi, je le fais en fait. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, quand je fais des assiettes, je fais comme ça. Et je suis de moins en moins capable de manger sans assiette parce que je vois pas exactement ce que je mange. Alors que c'est complètement con. Enfin, genre, tu manges jusqu'à ce que t'aies plus faim et t'arrêtes. En fait, il y a pas de... Enfin, c'est complètement con de faire une assiette comme ça, mais ça m'a marqué quoi. Sur le sujet de la nutrition toujours, l'association Foodwatch a publié une enquête sur les promotions alimentaires dans les supermarchés. Marie, tiens. D'après leur travail publié le 21 mai, réalisé à partir de 5000 promotions dans les magasins Carrefour, Leclerc, Intermarché et Lidl, 66% des promotions seraient appliquées aux produits trop gras, trop sucrés, trop salés et ultra transformés, 66%, contre seulement 12% pour les produits considérés comme sains selon le Programme national nutrition santé. Et Pompon sur la Garonne, selon le rapport, la plupart des opérations incitent à la surconsommation puisque 40% d'entre elles se présentent sous la forme de plus 1 gratuit. On est donc sur un gros problème puisque 3 personnes sur 5 se déclarent influencées par les promos dans leurs décisions d'achat en France selon le rapport. Et vous, est-ce que vous pensez être victime de ces campagnes de publicité ? Bah écoute, oui, clairement, parce qu'il y a aussi le pouvoir d'achat qui se pose où bah forcément tu vois un 2 plus 1, t'es en mode... T'as pas forcément besoin du produit, mais t'es en mode oh bah ce sera ce 2 plus 1. Mais il y a des trucs plus ou moins, enfin... C'est vrai que par contre, tu dis, bah je le vois... Je l'avais jamais prêté attention, mais maintenant tu le dis quand je regarde les catalogues. C'est souvent sur des produits gras, surtout en épicerie, etc. Là en ce moment, par exemple, c'est con, il y a 2 plus 1, ça vanne. Genre... Oui, bah les salades. Est-ce que t'as besoin de 3 savales? Quel gros banger en même temps. Oui, mais c'est sûr que c'est pas le plus sain à manger, c'est pas ça qui va nourrir une famille. Bon, après, c'est pas étonnant dans la mesure où tous ces produits transformés, c'est des produits qui sont faits par des marques qui sont elles-mêmes détenues par les groupes. Là où si t'achètes des concombres, bah en fait c'est... Enfin, c'est vraiment, c'est des producteurs, c'est des agriculteurs du coin qui déjà ont du mal à se foutre quelque chose sous la dent, donc ils sont pas en mesure de proposer ça quoi. Alors pour savoir si vous achetez de la merde ou pas, vous connaissez sans doute l'application Yuka. Il y a une nouvelle application qui est sortie, qui est française, c'est celle de l'association UFC Que Choisir, qui s'appelle Quel Produit. Sortie le 13 mai, elle fonctionne sur un mode collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez demander à l'application d'évaluer un produit qui ne figurait pas avant sur le catalogue. Donc 200 000 produits alimentaires, 240 000 cosmétiques et 13 000 produits ménagers ont déjà été répertoriés et notés, et les notes sont attribuées en suivant le modèle du Nutri-Score, donc avec une note de 1 à 5. Et l'UFC prend en compte à la fois l'impact des produits sur notre santé humaine, mais aussi sur l'environnement. Voilà, donc l'application propose des achats de substitution aussi quand les produits sont mal notés, en vous disant bah voilà la référence que vous devriez acheter plutôt que ce produit de merde. Et donc quel produit est disponible sur toutes les applications de téléchargement, l'App Store, Google Play. Donc n'hésitez pas si vous voulez savoir si les promotions s'appliquent sur des bons produits ou pas. Et il y en a un ici qui obtiendrait la note maximale, tellement c'est un produit 100% sain. Val, qu'est-ce que tu me chantes là ? Let's go. Et ma question, qu'est-ce que je vous chante là? Aujourd'hui, je vous chante un phénomène qui s'observe de plus en plus en musique, le raccourcissement des chansons. Et si je choisis de l'évoquer aujourd'hui, c'est parce que cela a été relevé auprès d'Empokora lors d'un passage chez Quotidien, il y a quelques semaines. Alors il y souligne une dynamique de consommation rapide comme un réel changement constaté au sein de l'industrie musicale dans laquelle il évolue depuis maintenant plus de 2 décennies, le Empokora. Ah oui, Et à ça, Yann Barthès lui pose la question, est-ce pour cela que vos chansons raccourcissent ? Et avant de s'intéresser à la réaction d'Empokora, qui fournit certains éléments de réponse, faisons un petit retour en arrière, voulez-vous ? Mais oui, nous voulons. Très bien. Alors, dans les années 30 jusque dans les années 60, les chansons avoisinaient les 2 minutes 30 pour des raisons technologiques, parce qu'elles étaient donc commercialisées sur des disques vinyles qui ne pouvaient stocker qu'une durée limitée de musique sur chacune de leurs faces. Exemple, Michel, je ne parle pas de ma grand-mère, le gros tube des Beatles, qui est paru en 1965, ne durait que 2 minutes 40. Mais avec l'avènement de nouveaux formats physiques comme le CD et la cassette dans les décennies qui ont suivi, il a été possible d'en enregistrer davantage donc de musique sur ces supports, qui plus est, qui étaient moins encombrants, la cassette, le CD par rapport au disque vinyle. C'est pour ça que dans les années 90, la durée moyenne d'une chanson était de 4 minutes 30. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Et jusque-là, mes sources sont le Washington Post et Road, mais maintenant je vais surtout me fier à mes connaissances en pop culture pour vous raconter la suite.
c'est qu'au cours des années 2000 et surtout 2010, on observe un recul en termes de durée des chansons, mais également en termes de genre. Le R&B et le rock qui prédominaient sont de plus en plus évincés, et c'est un format pop plus concis qui prédomine. Le téléchargement digital, plus ou moins légal, prend une ampleur folle. YouTube devient plateforme gratuite de référence, et on est sur du 3 minutes 30, 3 minutes 45. Je pense que vous êtes d'accord, on a un peu grandi avec des chansons de cette durée-là. Oui. Ouais. Avec une structure donc en couplet, pré-refrain, refrain, deuxième couplet, pré-refrain, refrain, pont, refrain et dernier refrain. Et si on a un peu de chance, il est étoffé, il y a des petites vibes, des petites adlibs, Ils reprennent le ton des fois même, ils reprennent le ton et ils le poursuivent. Plein de petits gracs. Sauf que vient la décennie actuelle, c'est dans laquelle nous sommes. On est plutôt sur du 2 minutes 30, 3 minutes grand max en moyenne. On commence par le refrain, les ponts sont annexés. Alors question, comment joindre les deux bouts sans pont ? Oh. J'allais donner une réponse. Cette question n'amène pas de réponse. Bon, ce mauvais jeu de mots est en réalité plus que pertinent parce que c'est pour espérer joindre les deux bouts que la musique se raccourcit. On parlait des conditions de fabrication de celle-ci comme élément conditionnant sa durée, mais sa consommation et sa promotion sont aussi des critères inévitables. À l'ère des réseaux sociaux, du streaming, des formats courts scrollables et skippables à l'infini, notre capacité d'attention diminue et l'on veut être convaincu le plus vite possible. Sinon, on zappe. Sur Spotify, les ayants droit des chansons ne sont rémunérés qu'au bout de 30 secondes d'écoute. Ça veut dire qu'ils ont tout intérêt à gerter ce qui est superflu, économiquement parlant bien sûr, pour nous mettre ce qu'il y a de plus accrocheur dès le début. N'en déplaise à nos si regrettés ponts. Beaucoup parlent de TikTok Music lorsque des titres sont calibrés dans leur structure et dans leur durée pour devenir viraux sur la plateforme, ajoutés sur les playlists et écoutés à répétition, car trop court pour que l'on ressente un sentiment de satiété après la première écoute. Ouais, la première est courte, c'est très drôle comme nature. Ce n'était même pas sciemment fait. La première écourtée en fait. C'est ça, la première écoute. Et donc on cherche là à créer de la replay value. Et M. Pokora, lui, il souligne en réponse à son interview que les enjeux sont multiples. Par exemple, les radios demandent aussi des versions coupées, des pistes de 2 minutes 33 minutes qui sont facilement entrecoupables de spots publicitaires, bien sûr. La télé exige aussi des prestations relativement courtes pour qu'elles puissent vite s'enchaîner. Et donc notre attention en tant qu'auditeur-auditrice est une ressource follement rémunératrice pour les médias, traditionnels ou non. Il faut donc nous garder en haleine tout en nous stimulant sans cesse. Moi pour ma part je collectionne les CD 2 titres et parfois certains font apparaître la mention radio edit, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit de versions raccourcies qui ont été calibrées pour la radio et qui sont pressées telles quelles sur le CD. Et la radio, c'était un canal de diffusion et de promotion incontournable avant l'ère digitale dans l'industrie musicale. Tout cela, ça crée des standards et maintenant les versions originales sont d'office de courte durée. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse jeter un œil à la version album, donc de Tu trouveras de Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo. J'adore. J'étais choqué de découvrir d'autres bouts de couplets et refrains sur une version de 4 minutes 58, alors que j'étais habitué à une de 3 minutes 26. Oh putain, faut que Arrête. j'aille écouter Bah parce ouais, que grave. je sais Non, pas mais je te laquelle jure. j'écoute. Je pense que... moi, c'était sur une compilation, donc c'était la plus courte. Ouais. Et un jour, j'ai vu qu'elle chantait plus, je me suis dit, mais qu'est-ce donc ? Donc bon, suggestion, Ah mince, moi aussi j'aurais dû raccourcir parce que vous avez peut-être décroché maintenant. Mais non. J'ai Mais pas... t'es tout. Ouais. C'est gentil, je n'ai pas de grande suggestion à vrai dire, si ce n'est ramener les ponts. Ils offrent Bring back the bridge. Ils offrent un chamboulement, un changement d'ambiance, un réel retournement. Et je ne veux pas, nous ne voulons pas, as a society, qu'ils disparaissent. Alors peu importe les fondations de vos chansons, créez une jonction entre vos avant-derniers et derniers refrains. Un grand merci. Vive les ponts. Oui, vive les ponts. Vive les ponts. Vive les ponts. Surtout pour le mois de mai, faire une chanson sur les ponts, c'est quand même très fort. Merci Valentin. Est-ce que du coup tu pourras confirmer à mon ex qu'une chanson c'est un peu court? Oh waouh. Waouh. Finalement, j'avais peut-être pas envie d'entendre ça. Bon, je vais jouer quand même au tonton réac dans cette histoire parce que moi, je suis vraiment très impliqué. En fait, je n'en peux plus, d'accord, des chansons très courtes, Oui. puisque je n'ai pas TikTok, donc Oui. je suis sûr que c'est de leur faute, en fait. Mais bien Mais sûr. Parce que complètement. à force d'écouter des trucs d'1 minute 30, en fait, c'est logique que les gens ne sachent plus écouter des chansons de 2 minutes, 3 minutes, attention. c'est Et les beaucoup versions trop long. speed up là. Voilà. Mmh. Ouais. Et c'est marqué speed up version TikTok. Chez les fous. Vraiment. Les Chipmunks c'était en 2010. Stop. Et puis les algorithmes, ils doivent capter ça, qu'on passe Mais des bien chansons sûr. et tout. Du coup, je vais vous poser une question sur laquelle pourrait reposer notre amitié. Je vous le dis, il n'y a que Louane qui pourrait être sauvée, c'est ma sœur biologique, Let's donc go. ça va être compliqué. Est-ce qu'il vous arrive, parfois, comme le DJ du Boston, de passer les chansons en plein milieu, sans les écouter jusqu'au bout?
Mais je fais ça tout le temps. Bah, Mais sérieux. tu me détruis Ah à moi ouais, à chaque fois que je le fais. Mon frère fait ça aussi. Mais moi, je peux le faire. Non, Mais mais c'est c'est de les votre jets, faute, hein. ça. C'est de votre faute que ça raccourcit. hein. Oui. Non, mais des fois, c'est genre, tu sais, j'écoute 20 secondes et je suis en mode, oh non, en fait, je voulais pas Mais celle-ci. Mais tu le Mais sais non, dès mais le quand je suis en début. voiture, c'est que quand je suis en Ok, voiture. ça va. non, C'est mais ça ok. va. Le temps de changer C'est les choses. ok. Mais l'algorithme C'est le temps capte. qu'elle change Oui, les oui, choses. Mais c'est mon problème. C'est clairement vrai. C'est clairement C'est à vrai. cause de toi, C'est les le pauvres. nôtre. Non, écoutez, moi j'écoute pas- de base. Non, en fait, je sais pas, je saurais pas me prononcer. Mais je pense que non, généralement j'écoute en entier. S'il vous plaît. Non, c'est genre t'écoutes les 5 premières secondes, ça te plaît pas, tu changes. Oui, voilà. Oui, c'est En ça. Après, boîte, c'est t'écoutes une la folie de Ah, mais zapper la c'est chanson par horrible. contre. Mais oui, C'est- c'est pas Mais oui, ça oui. arrive tout le temps. La Non, chanson mais est le Boston, faut le virer. Hein. Enfin, Non, le faut gars le du virer. Boston. Ah, mais franchement, faut les le foutre au remixes programme. de Queen et des trucs comme ça, mais ça n'est même pas bon. C'est-à-dire que ne faites pas ça, laissez la version originale. Est-ce tout le monde que- la connaît? Prom Dog, quelqu'un a déjà vu un DJ de boîte bon? Moi, c'est une vraie question. Oui. Ça Ah m'est ouais arrivé à la Marquise sur la péniche, Mhm. c'était super, mais c'était pas des chansons que je connaissais forcément. Donc ça se trouve, il était pas bon. Ça se mais trouve, tu c'est de t'en la rends pas merde. compte. Bah, j'en sais rien. Après, il y a des remixes que j'ai bien aimé, par exemple, quand on est allé à Strasbourg. Si la vie demande ça, là, je lui avais demandé le remix. Ah Vous vous oui. souvenez, je lui avais demandé. Oui. Il m'a envoyé d'ailleurs, il a perdu tous ses documents, je sais pas si vous avez vu. Ah il non, s'était je volé sais. son ordinateur, Ah il a oui, c'est perdu vrai. l'ensemble de son travail Ah, massif c'est de vrai. la loi. C'est vrai que Ah. c'est vrai que c'est le seul bon Voilà. DJ que Lui, j'ai je connu de trouvais ma ça vie. super. Il y a eu une fois, on était au Boston tous ensemble, il me semble. Enfin, peut-être pas tous ensemble là maintenant, mais il y avait un mash-up. C'était avec tes potes hippo de la fac, très belle ou pas? Il y avait... Ouais, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Et c'était pas mal. Enfin, Mais ça dépend vraiment. Oui. La dernière fois qu'on allait au Boston, on s'est barré avec Val. On est vraiment resté 15 minutes. En fait, en gros, à 23h, on est rentré à 23h, 23h minuit, un banger absolu parce que Ouais. c'est juste une playlist Spotify. Minuit, le gars arrive, on s'est barré, genre à minuit 12, on était Mm. C'est dehors. pour ça que la playlist, ça commence à devenir nul à partir de minuit. Mais parce qu'en fait, ils engagent un Mais- putain ah, de DJ qu'il faut foutre au prud'homme Mais tellement. parce que- en fait, je trouvais ça trop bien au début et après, c'est vrai que ça Mais flingue c'est de la- toujours. c'est Mais de c'est la- quand en fait de la il dé. paye quelqu'un que ça. Bah, en fait, quand il arrive, non, mais quand tu vois rentrer dans son Payer les booth, plateformes. c'est éclater sa mère. Mais moi, je suis choqué que le mec puisse couper une musique Ah, mais au ça milieu. devrait être interdit. Ça, je suis c'est d'accord. incroyable. Non, mais ça, c'est une folie. hein. C'est comme si t'étais au musée, tu Ouais. montrais un tableau puis tu mettais un rideau devant. À moitié, ouais. T'es au ciné et tu sais pas pourquoi t'as cool le truc. Et c'est en mode vous sortez maintenant. Rideau. T'as le mec derrière la bobine Ouais. comme ça. J'ai fait non, mais je vous mets un autre film en fait, je le préfère. Non, mais Ah, mais l'enfer, c'est putain. affreux. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que la DJette que je vais souvent voir à Paris, à la cagnotte, ça devient, d'ailleurs, ça t'as devient, les c'est dit rigolo, oui, ça devient un enchaînement du Boston. C'est-à-dire qu'on a juste tapé sur le Boston pendant 5 minutes. Vraiment. Mais Ah, tu me chaudes. elle met les chansons en entier, et en fait, sa prestation de DJette, elle, c'est plutôt dans l'ambiance. C'est-à-dire, elle va danser, elle va mettre des paillettes, elle va Mm. inciter Voilà. les gens à danser, elle va Et prendre des foutez-moi des vidéos. transitions aussi. Elle va mettre de l'ambiance, et non, elle fait pas de transition, et c'est très drôle d'ailleurs, elle met vraiment les chansons jusqu'au bout, Ok. et à la fin, il y a un rituel, et on chante, d'ailleurs, il y a l'autocollant sur mon ordi, c'est « Mais qu'est-ce qu'elle va mettre ?» Et du coup, tout le monde crie ça, et à ce Mm. moment-là, elle balance la chanson d'après. Et je trouve ça très drôle qu'elle ait retourné, en fait, ce truc Ouais. qu'on reproche aux DJ, des mauvaises transitions et tout, et de Grotesque. l'assumer à fond, quoi. Ouais. De dire, non, on écoute les chansons jusqu'au bout, et on met pas de transition, on passe à la Version prochaine. standard et tout. Grosse Mais craque. j'aime Qui bien. 4 à faire un bon job en France. Ouais. Les DJ. Mais c'est que des femmes. Ils s'en prennent pour leur grade. Bah, les termes ont été dits. hein. Val, j'ai beaucoup aimé parce que je vais convoquer le science-piste qui est en moi. Tu parlais d'attention. Est-ce que c'est pas une petite référence à Yves Citon et l'économie de l'attention? Est-ce que c'est un concept que tu connais? Économie de l'attention, oui. Le Yves, je n'aurais pas pu le ressortir. C'est parce que c'est le même prénom que moi. Alors, j'ai convoqué un peu de ChatGPT pour être sûr que je dise pas de la merde. Ah non. Quand même. Non, mais c'était 2 heures Ah, sur ok. Kern ou 5 minutes sur GPT. J'ai choisi très Sur vite, hein. Sur Gepetto. Sur GPT directement. Donc l'idée en fait de l'économie de l'attention, je vous le fais un peu comme ça en vrac, mais c'est que avec notre société où il y a de plus en plus d'informations, de flux, de marchandises, etc., c'est plus tant la marchandise qu'on vend, mais en fait c'est notre attention à capter une musique, capter une information, capter un produit, etc. Et c'est ça en fait que les entreprises aujourd'hui nous achètent et on devient le produit. Et le meilleur exemple c'est la télévision, où en fait c'est une vente de temps de cerveau disponible. La télévision produit des programmes pour ensuite vendre de la publicité et qu'on regarde en fait cette publicité. Est-ce que vous sentez, vous, que par rapport à tous ces flux d'informations, de musique, etc., votre attention, elle baisse énormément Bien et sûr vous que êtes oui. surchargé, quoi? Moi, je sais pas si c'est un TDAH autodiagnostiqué, donc c'est un truc qui n'existe pas, ou ça, mais moi, franchement, j'ai une attention éclatée au sol. Des fois, les séries ou les films, j'ai du mal, non mais c'est une tragédie, mais j'ai du mal à pas faire autre chose en même Ouais, temps. moi aussi. Genre, je suis là en train de regarder des trucs et il faut que je fasse autre chose en Ah même oui, temps. par Ouais, contre, ouais, oui. carrément. Non mais genre, tout faut le aller temps. se faire foutre à un moment. Ou à enfin, je sais l'inverse, pas. ne rien faire sans consommer un média, Oui. Ouais. qu'il soit auditif Ah oui, ouais. ou Carrément. audiovisuel. Oui, hein. Mais moi j'ai une attention pétée et en fait j'avais vu une étude que si tu supprimes, enfin si tu vis sur internet pendant 2 semaines, mais vraiment Ouais. rien, Ouais.
ton attention va redevenir telle qu'elle était avant. Mais en fait, il suffit de 2 semaines sans internet. Malheureusement, c'est pas possible pour moi, je le dis direct. Moi j'ai une copine qui regarde toutes ses vidéos YouTube en x1,5 ou x2. Ça, c'est Ouais, cool, c'est ouais. horrible. Bah, Non, moi, c'est j'écoute ce en que je fais. 1,25, genre. Moi, Ouais, je le les fais, Reels hein. et Non, mais les tu TikTok, ouais. Mais moi, toutes les vidéos Mais c'est explications et horrible. tout, je fais, sauf les films, les trucs comme ça, mais dès que vous m'expliquez quelque chose, je fais en 1,5. Mais déjà, les gens parlent lentement, ça me saoule. Mais c'est un vrai truc. Alors, je vous conseille, enfin, je reprends le conseil de Yves Citon, qui nous conseille de passer au modèle de l'écologie de l'attention, dans un monde dans lequel on préserverait notre attention, justement, où on effectuerait une seule tâche à la fois. C'est ce que tu disais avec les médias, où on va faire du ménage, écouter un podcast, marcher, écouter de la musique, Oui. regarder une vidéo et cuisiner. On peut pas faire juste un truc à la fois, Ouais. c'est Non. impossible. Ah bah, vraiment. Donc là, justement, il nous dit préservez-vous et surtout faites vos tâches dans le temps que vous choisissez. On est toujours à dire il faut que je rentabilise mon temps là, il faut qu'en 2 heures ce truc soit fait. Et non, en fait, Bah, prenons oui, le c'est temps de 35 faire. Bah, c'est ça. Pourquoi Mm. pas? Moi, je suis pas contre. D'ailleurs, est-ce que vous prenez le temps de lire le média indépendant Street Press? Ouais, de temps en temps. Je sais qu'elle allait dire oui. Le 19 mai, la journaliste Lina Errissi, qui travaille pour Street Press, a sorti une cartographie de la concentration des capitaux dans le secteur de la musique. C'est pour ça qu'on en parle. Je vous invite vraiment à aller voir le visuel qui est assez impressionnant. On voit vraiment toutes les ramifications entre ces milliardaires, etc. Donc 10 milliardaires en fait, français, tchèques, allemands et américains, possèdent l'immense majorité de l'écosystème de la musique. Donc ça comprend les médias, les salles de spectacle, les maisons de disques, la billetterie et bien d'autres choses encore. Et parmi les champions, on retrouve Vincent Bolloré, qui pèse 14,5% au capital d'Universal Music et Génial. qui possède et qui possède l'Olympia. Le mec, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Je peux pas y croire. Donc ce secteur de la musique, en plus, c'est grave un pouvoir d'influence parce qu'en fait, les paroles, etc., ça nous a tous influencés. Et donc, ils monopolisent ce secteur-là et ils se servent de l'argent public. Mais oui, Val, tu le sais bien, une grande partie des festivals sont organisés par des associations qui bénéficient donc de réductions d'impôts, de subventions et qui peuvent faire travailler des bénévoles gratuitement. Tout ça pour chier sur les artistes indépendants et donner des cachets en centaines de milliers d'euros à des stars des grandes maisons de disques, que ces 400 milliardaires 000 euros possèdent pour aussi. les bots. Ouais. Voilà, donc Génial. le tout au coût bien sûr de l'uniformisation et de la marchandisation, on en parlait. Valente Chouin, toi qui es un peu expert en la matière, c'est inquiétant, non? Oui, c'est inquiétant, oui. Et surtout pour la structure la structure associative de beaucoup de festivals qui n'ont d'associatif que l'intitulé juridique de la structure finalement. Voilà, enfin oui, c'est vrai que en fait tout est relié, toutes les choses sont reliées entre elles et puis d'autant plus avec tout ce qui est les majors, etc. Où en fait, il y a 3 grandes entités qui détiennent la plupart des labels d'artistes signés, donc qui sont pas indés. Donc oui, mais je savais pas pour le coup Bolloré là, c'est encore une strate au-dessus. Bolloré, c'est 14,5 Universal SAS France ou c'est Universal. Eh ben, c'est pas précisé sur la carte, mais Ok. je pense que j'ose Parce que espérer. si c'est Universal Mondial, je pense que on c'est se France parce que flingue là il maintenant. parlait plutôt de l'écosystème français Ok. vraisemblablement. Parce que Ok. même il n'y a pas. Mais quoi que c'est. En fait sur leur carte il y a Ticketmaster, etc. hein. Au Et moins, parce ils que possèdent pas c'est BTS. Ticketmaster, c'est Pour l'instant. ça appartient à Après, la avec quel autre milliardaire? Parce qu'en fait il y en a 10, il n'y a pas que lui. Hein. Ah, oui. Il y a Et des Américains, il y en a un qui possède tout, là, Live Nation, Ticketmaster. AEG, etc. oui, voilà, Oui, oui. c'est affreux. AEG présente. C'est affreux, ils Harcèlement possèdent les leur salles de spectacle, les billetteries, les Bah, artistes. ils ont tout le possèdent système tout. intégré, c'est ce Et les médias. dont on parlait dans le, Ouais. dont j'avais parlé dans une ancienne chronique, où ouais, en fait, ça reste toujours une poignée une oligopole, quoi, comme Voilà, nous a appris Madame Une Schneider. oligarchie. Je vais mettre ma casquette mais vas-y. d'économiste. En fait, ça a un nom, ça a été théorisé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle le capitalisme de plateforme ou le technoféodalisme. Donc, vous pouvez aller voir Yanis Varoufakis, qui était l'ancien ministre de l'économie grecque. Et en fait, il dit que c'est quelques géants, souvent des milliardaires, qui vont posséder en fait toutes les infrastructures numériques et physiques qui vont organiser du coup la vie culturelle, économique et sociale, du coup comme Amazon, comme Facebook ou les géants de Meta. Et en fait, c'est des gens qui vont pas produire eux-mêmes, mais qui vont capter la valeur, du coup là dans ce cas-là, des artistes, des lieux, des billetteries, des lieux où il y a la musique, les algorithmes. Et en fait, ils vont vivre à partir d'une rente. C'est Et ça. du coup, en fait, ils rentrent. Donc ça, c'est le nom en économie. Du coup là, comme tu dis, c'est 10 milliardaires pour la musique, mais pour les médias, typiquement, c'est 9 milliardaires qui détiennent 90% des médias en France. Et le pire, c'est que, comme tu dis, enfin, ils sont rien sans les artistes, ces gens, mais les artistes ne sont rien sans Et eux. oui, En fait, on oui. arrive à là aussi, parce que si tu veux te faire un minimum de noms et te rémunérer sans que ta vie, ton quotidien soit trimé
Enfin, je vais parler d'Isolde parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup et qui fait tour en indé, mais tu vois, par exemple, pour sa tournée, c'est AEG qui... Alors, je sais pas s'ils sont promoteurs, tourneurs, je me rappelle plus des intitulés exacts, mais en tout cas, ils s'immiscent d'une façon ou d'une autre. On parlait aussi de Taylor Swift qui a en plus récemment acquis les droits sur sa discographie originelle, mais elle aussi, elle est obligée de se faire distribuer par Universal parce qu'ils ont les techniques de pressage, les raccourcis en fait pour faire certaines étapes. Tu regardes Amazon, c'est la même chose, hein. Sans nous, les consommateurs, il n'y a pas d'Amazon, et sans les contributeurs à Amazon, les producteurs qui vont vendre leurs marchandises sur Amazon, il n'y a personne. Oui. Mais on est tous interdépendants les uns des autres. C'est ça, on est un peu bloqué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas la solution. Mais en fait, je m'en fous parce que j'adore le déni. Voilà, c'est insupportable comme ça. Mais oui, souvenez-vous, le 17 mai 2025, grand jour pour moi, le plus grand de l'année. 166 millions de téléspectateurs répartis dans 37 pays, 40% de part de marché à la télévision en France et presque 2 milliards de visionnages sur les réseaux sociaux en 2025. Je parle bien sûr du le poisson Steve. Vous connaissez pas ce truc, c'est horrible. Il veut se le faire tatouer en fait. Voilà. Non mais alors, bien entendu, je ne parle pas du poisson Steve, je parle du plus grand concours de chansons que notre civilisation n'ait jamais connu, le concours Eurovision, bien sûr. Donc 17 mai 2025, des milliers de personnes réunies à Bâle, magnifique petite bourgade suisse, à la croisée de la Confédération helvétique, de la France et des Boches, Stéphane Bern dans la cabine de commentateur et on va faire comme si de rien n'était là. Comme l'Union Européenne de Radio-Télévision, vous voulez dire? Non, pas du tout. 297 points. Voilà, c'est le nombre de points qu'a récolté un pays dont le gouvernement a décidé de génocider son voisin. J'avais l'impression d'être en repas de famille. Tout se passe bien, et bim, Tata lâche un truc genre « Ouais, les Arabes !» Voilà, autant vous dire que ça a un peu gâché la fête. Mais qui a voté pour eux? Sérieux? Le public, en masse, dont le public français, qui a accordé 12 points à la candidate israélienne. En même temps, je rappelle les scores du RN aux dernières élections? Non, je rappelle pas. Yuval Raphael, la candidate israélienne, est même arrivée en tête du télévote. Selon une enquête du service fact-checking de l'Eurovision, savez-vous que ça existait? Ça existe. Ce succès s'expliquerait par la campagne de publicité menée par la télévision israélienne en partenariat avec une agence de communication proche du gouvernement de Netanyahou. Deuxième facteur, la chanteuse a capitalisé sur son histoire. Ancienne étudiante à Genève, elle parle l'anglais et le français à la perfection. Elle est aussi une rescapée des attentats terroristes du 7 octobre, d'où le titre de sa chanson New Day Will Rise, un nouveau jour viendra. On rappelle que le concours est censé être apolitique, du coup les Belges se sont révoltés, les Espagnols aussi, les Pays-Bas aussi, parce que en fait ça n'est pas normal que les gens du public européen votent pour un pays qui instrumentalise le concours pour justifier son génocide. Voilà, je dis génocide, on a le droit maintenant apparemment, puisque Macron il a dit ouais Israël c'est une honte, le PS, les cocos, les écolos ils ont dit ouais c'est vraiment pas bien, nous on le dit depuis longtemps mais apparemment c'était moins grave pour les 50 000 premiers morts. Donc revenons à nos moutons de panurge, l'Eurovision a réagi en assurant qu'il n'y avait pas eu de faille dans le système de vote. Voilà, on est rassurés, mais qu'ils allaient quand même revérifier. Oui, moins rassurés. Ils allaient aussi réfléchir pour changer les règles du concours. Alors par exemple, saviez-vous qu'on pouvait voter jusqu'à 20 fois pour la même personne? Pas ouf. Et ils ont aussi dit que cette campagne de publicité c'était pas forcément dans les règles du concours, surtout la justification morbide du « j'ai survécu à un attentat, votez pour moi ». Pas ouf. Alors, quant à l'exclusion d'Israël, personne n'en parle. En même temps, le principal sponsor du concours, c'est l'entreprise de cosmétiques Moroccan Oil, qui a été fondée par une Canadienne et son mari, israélien. Voilà. Allez leur mettre une note médiocre sur Youtube, ça leur fera le En France, nous on a dit « Maman !» France Télévisions, ils se sont pas sentis concernés par la chose. Le jury français a même accordé 7 points à Israël, sachant que l'ensemble des 37 jurys ont accordé 60 points. Voilà, donc à nous seuls, c'est 10% du truc. Voilà. Donc heureusement, l'Autriche a remporté cette 69e édition du concours, qui a bien failli être la dernière. Non mais juste, imaginez qu'Israël ait gagné, on aurait fait quoi? Je suis la carte. La carte. Dis-moi où allons-nous l'année prochaine? Bonjour Dora, pour aller à Tel Aviv, emprunte le chemin du déni, et pour Jérusalem, ce sera le chemin de l'indécence. Oh non, Shipper, arrête de bloquer l'aide humanitaire et de bombarder les civils. Voilà, donc ça paraît débile comme ça, je sais, mais c'est vraiment ce qui se serait passé. Et en fait, c'est ce qui s'est déjà passé en 2019 quand Israël a accueilli le concours. Donc, l'Eurovision, on est bien d'accord, c'est un tout petit enjeu dans l'horreur qui est en train de se passer à Gaza, mais je trouve quand même que c'est une sacrée illustration de la connerie humaine. Les chouchous, vous qui étiez avec moi devant votre écran, comment est-ce que vous avez vécu cette soirée et surtout l'annonce des points? Ah mais les votes ont été une torture. Au bord des larmes. En fait, quand il y a eu les points,
au début on était tous en mode ouais, slay. Il y a eu les points, tout le monde a fermé sa gueule pendant 20 minutes. Vraiment. En fait, ça a fermé, vraiment, il y a eu un blanc pendant 20 minutes, on était là Et en après, mode... il y a eu les points Alors du que- public, points du C'est public, ça. et là on a. Et en fait, c'est ça, et quand tu voyais les 50 machins, parce que en fait, mathématiquement, s'il y a un pays qui a 300 points en public, il n'y aura pas 15 milliards Bah, de c'est ça. points qui vont être distribués. Je sais pas, ils en distribuent peut-être 600 ou 7. 1000, un peu plus de 1000, ouais. je Ok. crois. Bah, si t'en prends un tiers, c'est un peu ciao pour les 26 autres pays. Donc on était un peu en mode. Mais surtout qu'on a eu très peur parce qu'en fait Israël aurait gagné si la Suisse n'avait pas eu 0 points. C'est ça en fait, parce que la Suisse était deuxième du vote du jury et donc les points après du public sont Oui. annoncés dans l'ordre croissant du coup, dans le classement inverse. Et ce qui a fait qu'on a cru qu'Israël allait gagner. Puisqu'en fait il restait plus que 2-3 pays et il n'y avait plus grand chose à distribuer en termes de points. Et heureusement, la Suisse, à la grande surprise générale, a eu 0 points et du coup l'Autriche a pu passer devant. Mais même les points On étaient mérite trop pourtant. bizarres. Oui. Moi, j'ai pas vu qu'il y a plein de. Il y a plein de radios qui n'ont pas saisi un peu l'Eurovision pour Si l'attribution c'est des ce que points. je dis, Oui. bah, les Belges, les Parce Espagnols, que les UK Pays-Bas. qui a 0 points, la Ouais. Suisse qui a 0 points, le Danemark qui en a 2. Enfin, je sais pas, tout était trop bizarre. Même nous, 50 points, je suis DSL, on s'est fait robe. Un peu, hein. Grave. Je l'évoque aussi dans ma chronique, le Parti Socialiste d'Olivier Faure, le Parti Communiste de Roussel et les écolos de Marine Tondelier étaient réunis le 26 mai à Paris pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. Les termes sont enfin posés par la gauche. La France Insoumise et l'ONU le disaient déjà depuis bien longtemps, mais c'était antisémite à l'époque. Alors notons quand même que Méluche n'était pas invité à leur petit rassemblement là, voilà, de SOSDEM. C'était à Paris, je crois, ça Ouais, devait être c'était à place de Paris. la République. Est-ce que ça y est, on peut enfin le dire, on n'est pas antisémite. Ça y est, tout le monde enfin, même dans les médias, a reconnu. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, Elias, de loin, mais c'était quand même horrible. Ah bah quoi. c'était horrible. Bah moi je me rappelle très bien l'année dernière quand on allait sur les marchés, même pour tracter pendant la campagne la campagne législative, les gens ils nous traitaient d'antisémites à tous les coins de rue. Ah ouais? Ouais, on donnait un tract, ils disaient LFI antisémite, dégagé et tout. Même dans les médias ou même sur Twitter et tout, c'était en mode faites la chasse aux juifs, etc. Enfin, c'était violent, hein, donc il fallait tenir le coup. Mais objectivement, bon là, pour jeter des fleurs, si on n'était pas là, aujourd'hui on reconnaîtrait pas ce qui se passe comme un Il génocide. fallait bien quelqu'un pour impulser. Genre, fallait Bah, il y a quelqu'un. l'ONU après qui l'a Ouais, reconnu. l'ONU, Il le y connaît. il y a l'ONU, Enfin, qui a fait mais, des enquêtes, il l'a pas reconnu, mais en tout cas, il y a mais des tu vois, enquêtes en cours. typiquement, Bah, les je prends- associations de terrain. Je aussi, prends chaque l'exemple fois des qu'ils- États-Unis, où c'est un pays où il n'y a personne qui dit que c'est un génocide. Ouais. Pourtant, il y a l'ONU qui le dit, et personne ne dit que c'est un génocide. Bon, après, Genre, les USA et le droit international, ils Ah ne oui, connaissent oui. pas la CPI. Enfin, je veux Mais dire, le- l'ONU, ils en ont l'OMS. rien à foutre. Ils sont pas du Ouais. tout dans ils sont pas membres en fait des conventions qui protègent contre les crimes contre l'humanité, contre machin. Parce que, pardon, hein, mais alors, enfin, bon, après, la France, on parle beaucoup. Oui, oui. Mais je veux Bah, dire, oui, oui. les States, toute leur histoire à partir des années 50, pardon, mais dès qu'ils allaient dans un pays, franchement, c'était des crimes contre l'humanité, Mais c'était le- des crimes Vraiment. de guerre. Donc en fait, ils respectent pas le droit international. Le that's truc, c'est it. que en fait, t'as tellement une machine médiatique qui se met en route que même si t'as pas des pauvres militants qui quand même tiennent le coup, bah tu vois, t'aurais toujours eu CNews qui aurait dit que c'était pas un génocide, que Mm. c'était normal. Pareil pour BFM TV. D'ailleurs, comment elle s'appelle la présentatrice de CNews, pas Christine Kelly. Sonia Mabrouk. Non, Mabrouk Non, celle qui est blonde. Ah, Ferrari, Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, elle a reçu un prix il n'y a pas longtemps pour avoir très bien géré la question d'Israël et de CNews par un comité israélien. Attendez, non, mais- ça Donc, n'a rien à voir. Mais Laurence Ferrari, c'est pas une meuf de télé-réalité? Mais non. Pas du tout. Mais y a pas Lolo ou un truc Ah comme oui, ça? Lolo Ferrari. Oui, oui. Non, mais ça, c'est une satire en fait de cette femme. Laurence Ferrari, elle a été Joker. C'était la Joker de Chazal, je crois, sur TF1. Ouais, je crois. Pendant des années, elle présentait le 20h et le 13h. Enfin, c'est quand même normalement des pointures du journalisme. Hein. Paye la pointure du Mais journalisme. attends, elle a eu un prix de. Ouais, elle a reçu un Lolo Ferrari. Oui, mais après, tout comité peut sonder et décerner n'importe quoi, n'importe qui Voilà. en V de. Oui. Bon alors le 17 mai, au-delà de l'Eurovision, c'est quand même aussi la journée mondiale de lutte contre les LGBTI-phobie. L'association SOS Homophobie a sorti son rapport annuel, donc c'est plus de 1500 témoignages qui ont été reçus par l'association seulement en 2024. Ça fait une moyenne de 4 par jour, donc un signalement toutes les 6 heures à peu près. Voilà. Donc données intéressantes de l'association, 52% des signalements viennent d'hommes cis. Alors selon le rapport, les hommes cis ne sont pas forcément plus victimes de discrimination, mais les femmes ainsi que les personnes trans et non-binaires sont peut-être moins enclins à demander de l'aide.
Ce rapport met d'ailleurs l'accent sur les personnes intersexes qui restent encore largement invisibilisées. Je vais devenir Faustine Bollard dans les 5 prochaines minutes. Est-ce que vous avez déjà été victime de LGBTI-phobie ? Est-ce que vous auriez pu figurer dans ce rapport de SOS homophobie ? Bah, les insultes au collège, hein, très clairement. Bah oui. Moi, une fois, on m'a dit que c'était un peu dégueulasse. Entreprise. Oui, pardon. Vas-y. Non, moi, une fois, on m'a dit faut un peu faire un choix parce que sinon, c'est un peu dégueulasse ou je sais pas trop quoi. Il y avait un peu un truc en mode non, mais à un moment, faut faire un choix. Genre, c'est pas possible de vouloir tout piocher partout. Ah, la biphobie, tu ouais, parles. et j'étais un peu en mode. Thanks a lot. Proche à tous les râteliers. Oui, c'est vrai que t'as des gens, c'est encore une autre strate, t'as des gens qui comprennent que ce soit full attiré par C'est un genre ou par exactement l'autre, ce qu'on m'a dit. mais l'entre-deux, un peu en mode pick a side, bah, au nom de quoi, genre. Ouais, grave. Pourquoi C'est faire? parce que ça reproduit l'hétéronormativité du couple. Oui. Je trouve que ta sexualité, elle est peut-être un peu plus acceptée maintenant, alors que ton identité de genre, c'est une catastrophe. C'est une galère. C'est une tragédie grecque. Genre, je sais pas, mais moi, il y a plein de... Moi, ça m'est déjà arrivé en cours avec des gens de ma classe qu'on dise, ouais, machin, moi je m'en fiche de la sexualité de mon enfant et tout. Mais il y a une personne de ma classe qui m'a dit, par contre, s'il est hélicoptère, c'est mort. Et j'étais en mode... Ouais, mais vraiment, c'est pour aller où ça? J'étais en mode, on est chez les fous du bus. Qu'est-ce que c'est que ça? Hélicoptère? Mais en fait, c'est par rapport à la vague de vannes sur les non-binaires. Oui. Et du coup, ils étaient en mode, non, mais ils veulent être quoi, des hélicoptères? C'est ça. Voilà. C'est genre en mode, moi je m'identifie hélicoptère de combat. C'est pas la blague que tu penses que c'est. Ouais, grave, tu penses. Et en fait, du coup, c'est ça. Et pour le coup, je trouve que il y a quand même une progression au niveau de la sexualité. Mais au niveau de l'identité de genre, c'est une catastrophe. De fou. Vous sentez rien là? Non mais c'est normal en fait, elle a arrêté. De quoi? De qui? Je ne sais pas, Lou Anne Tiller. Donc, c'est une chronique exceptionnelle, réservée à vanner les politiques, particulièrement ceux et celles de droite, parce qu'ils ont souvent plus de trucs à se reprocher. Rendez l'argent. Pardon. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle des plus palpitantes. Non, je ne vais pas parler de la calotte que Brigitte a mis à Manu, mais bien d'une sénatrice des Républicains, Annick Petrus, arrêtée à l'aéroport de Roissy avec 22 kilos de tabac Marlboro. Pas mal, c'est presque le poids de mon chat. Bon, ça correspondrait à 14 250 €, soit à peine 0,28% de la dette de la Pécresse. On t'oublie pas, Valoche. Plus sérieusement, elle a expliqué ne pas savoir ce qu'il y avait dans la valise qu'on lui avait confiée. Bon, Annick. Annick, pas à nous. Hashtag Yaché dans mon froc pour Annick. Du coup, l'affaire s'est réglée avec une jolie amende de 4 900 €, donc pas rentable d'avoir du bon tabac dans sa tabatière. On rappelle tout de même à nos auditeuristes que 80 à 90% des cancers du poumon sont liés au tabagisme actif. C'est-à-dire qu'un tiers des cancers sont causés par la cigarette, soit le même pourcentage de chance qu'Erwan crush sur un homme hétéro. En vrai, le tabac, ça donne des rides, le teint terne, les dents jaunes, ça fait puer de la bouche. Autant dire qu'il faudra compter sur ton humour ou ta culture générale, que je vais enrichir, pour pécho ton ou ta crush. Puisqu'on était sur la thématique du tabac, je me permets de balancer 2-3 anecdotes banger sur le tabac. Déjà, il faut sachez que le tabac était inclus dans les rations des soldats durant la Première Guerre mondiale. Donc certes, tu fréquentes plus souvent les rats et les poux que ta propre femme, mais au moins, j'ai ma petite peuclo. Puis tout de même, jusque dans les années 50, les publicités assuraient que fumer était bon pour la santé. Ah bah oui. Au 19e siècle, il était d'ailleurs vivement recommandé de mastiquer du tabac pour prévenir les caries. Donc vous allez me dire que j'avais pas le droit de mastiquer un chewing-gum avec mes bagues. Par contre, le tabac de siècle plus tôt, là tout le monde est ok. Laissez-moi mâcher mon pétrole tranquille. En parlant de pétrole, transition toute trouvée. Connaissez-vous les conséquences environnementales du tabac? À votre avis, mes chers collègues, le tabac contribue-t-il à la déforestation de 600 millions d'arbres, à la consommation de 22 milliards de tonnes d'eau, à la construction de la maison de Mickey? Non, ça non. Non, pas ça, non. À l'émission de 84 millions de tonnes de CO2. Ah bah la totale. Ouais, coche toutes les cases. Bah ouais, c'est ça, sauf la maison de Mickey du coup. Alors, bah bien sûr, hein, il faut de la place pour pouvoir cultiver le tabac, puis il faut aussi l'arroser, et puis après pour le consommer, bah faut le transporter et il faut le transformer, donc autant vous dire que la charge elle est énorme. Donc en somme, bah, le tabac est au climat ce que Gérald Darmanin est au consentement. Je dirais pour conclure qu'il ne faut pas oublier, le tabac c'est tabou, et on en viendra tous à bout. Mais oui, merci Lou. Un grand bravo. Merci pour cette carte blanche. Et puisqu'on parlait de clope, le 29 mai, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, a déclaré dans les colonnes de Ouest France que dès le 1er juillet 2025, toutes les plages, tous les parcs, tous les espaces sportifs, tous les abribus et surtout tous les endroits qui accueillent des enfants seraient désormais non-fumeurs.
Donc si les policiers vous prennent en train de fumer une cigarette dans ces espaces cet été, vous serez amendable à hauteur de 135 €. Notons que les cigarettes électroniques ne sont pas concernées, ça c'est pour toi Elisabeth. Et vous pourrez toujours fumer aussi sur les terrasses de vos bars préférés, on est moins content. Donc juste pour rappeler, pour compléter les chiffres que tu rappelais Loulou, donc le journal Le Monde rappelle que le tabagisme est responsable de 75 000 morts par an et coûterait 156 milliards d'euros à la société en soins et prévention. Ça commence à casser les couilles en fait. Donc selon la Ligue contre le cancer, pas contre le concert, on adore les concerts, 6 personnes sur 10 en France seraient favorables à cette interdiction de la peuplo. Et vous, chère chroniqueuse, est-ce que vous en réjouissez ? Mais évidemment, c'est super chiant quand on est dans un endroit. En fait, quand on marche dans la rue et juste il y a quelqu'un avec sa clope devant, t'es en mode mais t'es obligé de te taper un marathon pour la doubler. Et là, hop, une autre personne avec la clope. C'est insulte, mais ça encore pue. c'est en Foutez-moi mouvement. les terrasses. Oui, par contre, le problème, ça va, cheveux, maintenant ça moi, va je être suis plus que désolée, là. je me lave les cheveux, je vais en terrasse, au bout de 20 minutes, il pue la clope. Ah oui, oui. il m'appelle. Non mais je suis désolée, enlevez la terrasse. En fait, je déteste l'odeur de la clope. Et puis genre intoxiquez-vous si vous voulez, mais genre ne faites pas, pas subir ouais, ça à de ceux ouf. qui ne fument pas. C'est et aux insulte, enfants genre. aussi. Enfin, bref, Mais les fumeurs, ils sont grave organisés, hein, parce que je me souviens d'extraits au moment de la loi Evin, quand elle était passée, même sur l'alcool, le tabac et tout, les gens étaient mais fous malades, ils disaient « Ouais, vous nous privez de liberté, on a le droit de rien faire ». Et il y a Bigard notamment, vous savez, Jean-Marie Bigard, qui lui était vachement impliqué là-dedans, sur cette liberté du tabagisme. Sûrement. C'est juste pas possible en fait, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des Les autres. autres. Donc en fait, tu dégages. Et tu pues aussi. Tu pues. Entre autres. Tu pues le caca. Merci Louane en tout cas pour cette brillante contribution au podcast. Après la sœur, que diriez-vous de passer aux frères musulmans avec Elias? Ah ouais, les transitions elles sont comme ça très, très aujourd'hui, fort. c'est parti. Salam alaikum les royas. Ah ouais, bah c'est vraiment parfait. Alors saviez-vous que Lena Situation fait partie des frères musulmans? Ah bah oui, bien Ah oui. sûr. Eh bah, moi non plus je le savais pas, mais maintenant on sait tous, et pourtant c'est ce qu'affirme Christine Kelly, présentatrice de CNews, et la députée macroniste Déborah. Voilà. Abisror Delien. Delien, voilà. Ouais, c'est... Et vous savez quoi? Bah moi aussi j'en fais partie, enfin je suis un frère, j'ai des amis musulmans, donc manifestement je coche les cases. Ah ouais. Bienvenue dans la grande chasse aux barbus imaginaires où le gouvernement traque l'ennemi invisible, le frérisme, un mouvement que personne ne définit clairement, mais dont on est tous potentiellement coupables si on jeûne en avril, porte un foulard ou on dit salam en sortant du Franprix. Et pourtant, le rapport officiel est clair. Pas de passage à l'acte terroriste, pas de projet d'État islamique ni de charia, et ça concernerait entre 400 et 1000 personnes, soit 0,007% des musulmans en France. En gros, moins que le pourcentage de sincérité dans un discours de Gabriel Attal. Même les auteurs du rapport reconnaissent que le frérisme n'a ni projet d'État islamique, ni charia, ni visite terroriste, et malgré ce vide, on a mobilisé le Conseil de défense nationale. Rien que ça. Un comité censé gérer la dissuasion nucléaire et les cyberattaques russes. Là, c'est pour 7% des lieux de culte et 3 écoles confessionnelles sur 74 soupçonnées d'ambiance trop coranique. Et comme souvent, les critères sont flous. Le rapport en question utilise des signes pour repérer les méchants infiltrés. Le voile, check. Le jeûne, check. Aller à la mosquée, check. Donc en gros, être musulman pratiquant, c'est déjà être suspect. Et si vous n'êtes pas suspect, c'est que vous cachez bien votre jeu. Mais au fond, ce n'est pas tant le rapport qui est le plus islamophobe, ce sont les réactions politiques. Par exemple, Gabriel Attal veut interdire le voile aux moins de 15 ans. Une mesure qui n'a aucun précédent en Europe, mais qui pourrait très bien créer une police du vêtement façon Iran. La République contre les ayatollahs en appliquant les mêmes méthodes qu'eux. Ou encore, certains veulent fermer des lycées comme Averroès pour des bibliographies douteuses, pendant que des établissements comme Betaram avec 150 plaintes pour violences sexuelles restent ouverts. Ou Stanislas. Ou Stanislas. C'est 2 poids, 2 voiles. Et pour faire encore plus peur, on agite même la promotion du voile chez les 5-6 ans. Sauf que le rapport dit lui-même que c'est ni endémique ni répandu et que les frères musulmans n'y sont même pas favorables, mais se n'y opposent pas vraiment. Bref, une démonstration par l'absence d'opposition explicite, c'est ce qu'on appelle une enquête. On n'a pas de preuves, mais on a quand même des intuitions. Et tout ça pourquoi? Pour faire croire à une fermeté alors qu'on est en train d'alimenter un climat de haine. Les actes islamophobes ont explosé de 72% début 2025 par rapport à début 2024, et Abou Bakr Sissé a été assassiné dans sa mosquée, victime d'un climat de plus en plus délétère. Et si vous pensez que j'exagère, rappelez-vous que ce que disent Europol et même la DGSI, la première menace terroriste en Europe aujourd'hui, c'est l'extrême droite.
pas les frères musulmans, pas les mosquées, pas les mamans voilées qui accompagnent les sorties scolaires, mais chut, ne parlons pas de ça, parlons du grand danger, les jeûneurs du mois de Ramadan. Alors oui, il faut lutter contre l'islamisme, mais le vrai, le salafisme, le wahhabisme, l'endoctrinement numérique. Par exemple, sur C'est ce soir, Nesrin Slaoui ou Hakim El-Karaoui montrent la voie. Éducation, régulation des réseaux, prévention par la culture et la République et politique socio-économique de gauche. Mais soyons cohérents, si on combat les extrêmes religieux, alors combattons aussi les évangélistes radicaux, les extrémistes juifs qui justifient un génocide et les masculinistes. Et bien sûr aussi, luttons contre les frères fachos. Parce que pendant qu'on s'excite sur les frères musulmans, les frères fachos, Bolloré et Sterrin, eux, financent la vraie contre-révolution avec de l'argent, des médias, des députés et des influenceurs. Et ça a un projet, abattre la République, supprimer les contre-pouvoirs, imposer un État autoritaire. Ça s'appelle le projet Périclès. C'est pas un fantasme, c'est même écrit noir sur blanc. Vous allez même faire des recherches si vous ne me croyez pas. Alors non, le danger ne porte pas sur la djellaba ou une abaya, il porte souvent la cravate et un compte offshore bien garni. Bref, pendant qu'on chasse des fantômes, la République, elle, recule devant les vrais intégristes. Merci Inès pour cette chronique qui remet les pendules à l'heure. Heure, écrit en chiffres arabes, attention. Ah oui, oui. Alors, Elias, Dieu nous bénisse, tu es rentré sain et sauf des États-Unis. C'était l'année ou jamais, non? Puisque le 27 mai, Donald Trump a annoncé le gel des procédures de visa pour les étudiants et étudiantes venus de l'étranger. D'après le Parisien, la mesure devrait toucher plus de 8000 Françaises et Français. L'idée de Donald Trump, c'est de garantir la sécurité de son pays en épluchant scrupuleusement les réseaux sociaux des demandeuses de visa. Elias, avec ton profil d'islamo-gauchiste, on est d'accord que t'aurais été dans la merde. Ah bah, je pense que j'aurais même pas pu rentrer. Tu passais même pas le consulat. Et je pense que je passais même pas le consulat. Ouais. Donc, en plus, le 27 mai, c'est le jour où je suis rentré. C'est l'anniversaire de mon papa. Et c'est l'anniversaire de joyeux anniversaire. Ouais. À lui, mais ouais, du coup. À lui c'est bon. Oui, c'était le jour où tu rentrais. Donc. Bah ouais, du coup. Mais c'est un climat délétère hein, là-bas. Hein, c'est terrible. Les gens, ils ont peur hein, quand même. Nous, les gens, ils se disaient, ils voulaient se mobiliser, mais ils n'ont pas la culture de la mobilisation, donc ils ne savent pas comment faire. Et puis sur les réseaux sociaux, t'oses plus publier quoi que ce soit. Mais quelle idée d'aller étudier aux États-Unis ou d'aller aux États-Unis tout court? Bah ouais, mais malheureusement. C'est une expérience sociale. C'est une expérience sociale. Ouais. C'est pas la gueule de l'expérience. Hein. Mais ouais, non, j'aurais été chaud. En plus, du coup, j'avais publié en plus un article sur la politique commerciale de Trump où je le démontais. Oui. Donc ma mère, elle était en sueur pendant le 1 mois et demi restant. Et t'aurais pu ne pas passer à l'aéroport. Du coup, mon objectif c'était de rentrer gratuitement en avion. Donc je critiquais la politique américaine et j'espère un petit vol gratuit retour. Perdu. Mais ouais, non, c'est compliqué. Puis avec tout ce qui se passe avec Harvard. Alors j'ai vu à Harvard, ils ont ouvert des cours sur la Constitution gratuitement. Ouvert à tous. Il va falloir se protéger. Donc va falloir se protéger. Mais ouais, non, Harvard c'est compliqué. Parce qu'il se passe quoi? Il s'oppose. En fait, Harvard il s'oppose à Trump et du coup Trump les jugeait en fait d'islamo-gauchisme concrètement et d'être antisémite parce que du coup il y avait beaucoup de mobilisation contre l'État, contre le génocide. Et du coup en fait Trump il a sucré leur subvention. Donc ils ont fait appel, il y a un juge qui a bloqué cette décision, donc Harvard a récupéré ses financements. Ensuite, ils ont gelé du coup les demandes de visa, sauf qu'il y a eu un autre juge qui a gelé. Donc maintenant, ils ont le droit d'accepter des étudiants internationaux, mais là où du coup Trump il peut jouer, c'est en fait sur donner des visas. Et du coup, une des raisons de comment bloquer les visas, c'est de regarder les réseaux sociaux et de voir si c'est pas des militants politiques, entre guillemets. Et du coup, là, la justice, elle peut difficilement intervenir, en fait. Parce que ça dépend directement du ministère de l'Intérieur et c'est même, la justice, elle n'interviendrait pas après. Et c'est surtout que la Cour suprême des États-Unis, qui est dominée par les conservateurs, nommée par Trump en fait lors de son premier mandat, a validé ses décisions de blocage, etc. Donc là, en fait, le système est bloqué. C'est-à-dire qu'il est président, il fait ce qu'il veut, les gens font appel aux juges, ils ont aussi le pouvoir judiciaire, donc en fait là c'est... c'est un système qui se bloque hyper rapidement. C'est les États-Unis d'Amérique, hein. Première puissance mondiale. Hein. Trop rassurant, mais il n'y a plus la séparation des pouvoirs, c'est ça qui est super... Non mais il n'y a jamais eu ça aux States. Ah ok. Voilà. Même il veut tendre la Constitution pour se représenter aussi en 2028. Mais c'est un dingo, hein. Bah oui mais c'est un facho quoi. Breaking news. Fake news. Bon alors Elias, tu conclus à la fin de ta chronique sur les menaces qui viennent de l'extrême droite. Pour vous prémunir contre le fascisme, le 2 mai, Philippe Poutou a ouvert une bibliothèque à Bordeaux avec sa compagne Béatrice Walilot, c'est une vraie info. Pour l'occasion, est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle contre le fascisme?
Alors malheureusement, dans ma recommandation culturelle, c'est Elias, donc... Mais ça peut être une très bonne recommandation qui est sortie. Est-ce que tu peux nous dire où sont sortis les articles De quoi que tu as publiés? Du coup, mes articles ils sont sortis dans l'Insoumission. Donc j'avais contacté d'autres médias aussi, comme Blast et tout, où ça avait failli amener aussi à une suite, mais surchargé. Donc là, l'Insoumission, mais il faut également Street Press, qui est un super outil d'information. Les médias indépendants. Les médias indépendants, Blast, le média. Moi, en termes de lecture, il y a un petit livre de Salomé Sakiski qui s'appelle Résister, qui fait une centaine de pages et qui est excellent et facilement accessible. Mais si vous voulez un peu vous confronter à un peu plus d'histoire, il y a Yoann Chapoutot qui a sorti un bouquin il y a à peu près 2 mois ou 3 mois qui s'appelle Les Irresponsables. Et en fait, ça explique comment Hitler est arrivé au pouvoir. Et en fait, c'est pas par un vote démocratique comme on nous l'enseigne souvent, mais en fait, c'est les élites bourgeoises dans les années 30 qui ont placé Hitler ainsi que la droite. Et du coup, j'ai débattu avec un mec qui soutient Ciotti dans Askema. Wow. Et du coup, donc en fait, typiquement, c'est exactement la même chose. Ce qui se passe, c'est fou. Il m'a dit, c'est pas grave si le RN arrive au pouvoir, tant que du coup, nous, la droite, on a par exemple le pouvoir économique, comme le ministère de l'économie. Et en fait, il pense être un contre-pouvoir du coup à l'extrême droite. Ciotti, c'est RN aussi. Oui, mais c'est allié. Non, oui, il est indépendant. Mais... Oui, mais il s'est allié au RN. Mais c'était pareil à l'époque d'Hitler. En fait. Et en fait, ça c'est par exemple von Papen, qui faisait partie de la droite traditionnelle, mais il disait exactement la même chose. C'est pas grave, Hitler c'est une marionnette. Nous, tant qu'on détient le pouvoir économique, c'est pas grave. Et il y avait le président Hindenburg aussi qui a accepté de nommer un mec facho à la tête de son État. C'est quand même complètement fou. C'est comme si Macron nommait Bardella Premier ministre. Ah bah, c'est pas du tout ce qu'il a essayé de faire en juillet. C'est trop bizarre. Moi je vous conseille quand même en recommandation culturelle, si ça va pas bien, si vous êtes un peu déprimé, il y a beaucoup de podcasts d'humour, notamment sur Radio Nova la dernière. Allez écouter les humoristes de France Inter, ça fait beaucoup de bien et ça donne un autre point de vue aussi, ça fait du bien parfois. Mais moi en fait j'avais une reco, c'était aussi Blouse blanche, étoile jaune. En gros c'est un livre qui est paru en 2000 et qui retrace la politique de Vichy, donc de 1940 à 1944 sous l'occupation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, la politique de Vichy, elle a été extrêmement bien appliquée et genre très très soigneusement par les organes du... Là, ça parle de l'ordre des médecins, mais globalement. Et en fait, moi ce que je pensais, c'était que logiquement les Allemands avaient mis la pression sur le gouvernement de Vichy et que ça venait exclusivement des Allemands et tout, pas du tout. En fait, la pression venait d'en bas. C'est-à-dire que c'est l'opinion publique qui mettait la pression pour exclure les étrangers. Ce qu'on appelait les étrangers en fait, donc les juifs à ce moment-là. Qui étaient français, pour la plupart. Et c'est ça, et du coup, je recommande ça pour se rendre compte qu'en fait, le danger, il vient de l'État, mais il vient aussi de l'opinion publique, et c'est important de se sensibiliser soi, sensibiliser son entourage, et ne pas du tout rester passif. Parce que l'opinion publique, c'est fondamental. Aussi pour reconnaître l'extrême droite, il y a aussi un super livre de Umberto Eco, qui était du coup... je ne me rappelle plus exactement son métier, mais il a vécu sous Mussolini en fait, et il a vu tout ce qui s'est passé sous Mussolini. Et en fait, c'est lui qui a fait les 14 points pour reconnaître le fascisme. Et du coup, c'est un livre très... ça fait 50 pages et c'est très éclairant en fait sur qu'est-ce qu'est le fascisme concrètement. Et en fait, il peut prendre différentes formes. Donc, on a eu le fascisme de Vichy, on a eu le fascisme d'Hitler, de Mussolini, et puis pareil pour Franco. Donc ça permet de... Et puis comme tu dis Ben, en fait... t'as l'opinion publique et du coup c'est notre rôle en fait d'éclairer l'opinion publique et du coup leur montrer concrètement comment en fait tu peux reconnaître le fascisme et les discours fascistes. Moi j'ai une autre recommandation culturelle, c'est la dernière chronique de Contrôle Z, c'est le mot de la fin de Marie, c'est tout de suite. Merci. Hello jeunes gens. Bon, je n'ai jamais quitté quelque chose. Au mieux, je restais, au pire, je fuyais. J'ai plus souvent été celle qu'on laissait derrière soi. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais aimé les départs. Je les regarde se produire un par un, défiler à un rythme auquel je peine parfois à m'adapter. Un déménagement, la mort, une rupture amicale, les cheveux de mon papa, je n'ai plus arrêté aucun d'entre eux. Ce n'est pas comme dans les films, on ne peut pas juste supplier de rester. D'abord, ça marche pas. Et puis, on n'en a pas le droit. Pas si on respecte vraiment la personne à qui on voudrait le demander. Bon,
Plus je relis ces premières lignes, plus j'ai la désagréable sensation de me comporter comme Meredith Grey devant son Derek. Pick me, choose me. Ça rime en plus. Pick me, Marie. C'était écrit. Et j'ai passé une grande partie de ces derniers mois à agir comme telle. Une drama queen, je vous dis. Puis j'ai été à court de Jérémiade. Les 4 premières étapes du deuil achevées, il ne me restait plus que l'acceptation. Et avec elle, une énième remise en question. Ouais, mon psy va se faire des couilles en or. Au fond, qu'est-ce qui me dérange réellement dans les départs? Le manque de l'être aimé? Ouais, bon, ça va de soi. La dépendance affective? Mon psy est là pour ça. Mais une autre réflexion s'est imposée à moi, plus inattendue. Est-ce que je n'ai pas envie que tu partes? Ou est-ce que je n'ai pas envie de rester là sans toi? Bon, sans doute un peu des deux. Et à nouveau, je m'interroge. Aurais-je songé à mon propre départ si tu ne m'avais pas imposé le tien? Et mes projets, les aurais-je accomplis si tu étais resté? Ce n'est définitivement pas la première fois que je me pose cette question et j'aurais aimé ne pas connaître la réponse. Bon, ma foi, j'ai de quoi rentabiliser mes consultations. C'est drôle, pour cette 10e chronique, je souhaitais écrire quelque chose de spécial, inattendu, rafraîchissant. Et quoi de mieux qu'un nouveau départ pour cela? En me penchant sur le sens de mon MDM, maudis-moi, j'ai réalisé tout le génie de celui-ci. Ouais, je me sauce. Le départ, c'est l'action de partir, mais aussi le lieu d'où l'on part. Enfin, le départ est le commencement de quelque chose. En fait, ce mot est d'une plénitude incroyable. Il représente à la fois ce qu'on quitte, la façon dont on le quitte, et ce vers quoi il nous emmène. Il est le début, le chemin et la fin. Mais ce n'est pas tout. Avec toutes ces acceptions, moi j'ai galéré, le départ nous renvoie à l'idée de quelque chose qui nous pousse à avancer. Avec lui, on évolue, on grandit, on se renouvelle. En fait, je me risquerais même à dire qu'on en a besoin. Sans crier gare, vient le moment où il s'impose à nous, comme une force inarrêtable. On n'a alors pas d'autre option que d'y céder. Ça y est, on cesse d'être cet objet immobile. On bouge, on avance, en silence. Tous ceux qui veulent faire bouger les choses. Il va falloir laisser Talou, elle est la pauvre, on la convoque à chaque fois. Talou là Talou là, maintenant. mon cœur. Alors attention, bon, sur le papier, ça semble facile. Mais j'ai beau faire ma maline derrière ma prose, la mise en pratique est souvent moins aisée. Je crois que le tout, c'est de savoir saisir le bon moment. Pas celui des autres, ni du contexte, mais le nôtre. Accepter qu'un chapitre de notre vie, aussi merveilleux fut-il, doive désormais voir sa page se tourner. Et c'est ok de laisser une période positive derrière soi. Je crois même que c'est très sain. C'est mieux de quitter quelque chose qu'on aime, mais dont on aperçoit le terme, plutôt que quelque chose qu'on aimait et qu'on s'est mis à détester parce qu'on n'a pas eu le courage de partir au bon moment. Parfois, il faut savoir accepter que certaines choses ne durent pas, qu'elles ne le doivent pas. Cela ne veut pas dire qu'on tire un trait sur tout ce qu'on quitte. De chaque expérience, il peut nous rester des leçons, des rencontres, des souvenirs, qu'il ne tient qu'à nous de faire perdurer ou non. Après tout, personne n'a dit que la voiture du départ ne pouvait pas transporter quelques valises avec elle. Et c'est sur cette figure de style peu écolo que je vous laisserai. Je crois que le départ me fait un peu moins peur et j'en ai moi-même un à préparer. Allez, la bille jeune fou. Merci, Waouh, légende. elle était trop bien. On espère que tu trouveras une caravane au bout de quelques années pour transporter toutes ces valises. Comme on s'approche tout doucement de l'été, ça tombe bien. Est-ce qu'il y a un endroit où vous auriez envie de partir un jour, mais sans retour? Bah moi l'Irlande, j'aime Bah bien oui. trop. C'est pour ça que je posais la question. Allez, Pourquoi l'Irlande? je me suis fait une image et puis un jour, mais en fait j'ai lu une chronique Wattpad Je peux pas la croire. et en fait il y a une histoire d'amour entre des dames et il y en a une qui était irlandaise, à un moment donné il y a un chapitre aux Yvon, Ça se lève. je vais m'arrêter là, hein. Mais voilà. Vous c'est quoi? Moi, si je devais partir un jour sans retour, je retournerais en Allemagne, je pense. Ou sinon, je resterais dans mes toujours contrées indinoises, mais il y aura difficilement un entre-deux. Je sais pas, Canada, Australie peut-être, un truc comme ça, mais vraiment un truc très loin, genre. Est-ce que ça veut dire quelque chose, là? Moi, je pense que c'est un endroit où il fait chaud. Vraiment. La chaleur. Pour ma santé, en fait. Moi, je veux juste des jours d'ensoleillement. Ouais. Et les montagnes, des grosses montagnes. Parce que si je vois des grosses montagnes, j'ai plus de problème, genre. Ah oui c'est vrai, tu m'en as parlé justement à notre maison quand on sera tous un peu fortunés. Et vous, Ben et Elias, ce serait quoi? À toi l'honneur, ouais. Moi, j'ai désolé. En fait, j'ai très peu. Je me suis pas beaucoup installé hors de France. J'ai pas d'image de. En fait, je suis. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a un endroit où vous auriez envie de partir un jour? La réponse peut être Ok, non. la réponse est non. Malheureusement. C'est très bien aussi. Je sais pas, malheureusement. T'as pas une fleur de lys et un drapeau français dans ta vie? Ah non. Non.
Il Oh mon écoutait pas. Dieu. Moi, objectivement, je sais pas. Hein. En tout cas, pas les États-Unis, ça je suis sûr à 100%. Quel enfer. On est étonnés. Ouais, moi aussi, je suis moi-même étonné. Mais je pense, je sais pas, Cuba, c'est un pays qui me tente. Au hasard, au hasard. Au hasard, hein. Sinon, la République démocratique de Chine aussi. Non. Mais Ok. tu vas avoir une note sociale, Elias. Non, en vrai, soit un pays genre scandinave, genre Suède, Danemark, ou sinon un pays un peu plus bas dans le soleil, Cuba. Hein, mais... Ouais, allez, je t'accompagne. Bon alors, avant le grand départ à Cuba, je voulais jouer un peu avec les mots. Mais ça tombe bien puisque le 15 mai dernier, le petit Robert a sorti son nouveau dictionnaire. Alors parmi les nouveaux mots, je ne sais pas si vous avez vu, désormais se trouve la définition de chill, dinguerie, gâté, Dinguerie. stalker, Gâté. rider. Est-ce qu'il y a Thier le tigre ou pas? Tarpin. Oh, Thier le tigre. Il y a tarping, il y a chemsex et il y a le chip. Le... Non. je vous jure. chip Arrête dans le loot. dictionnaire. Il est orthographié comment? TCHIP. Ouais, Ok. La Ouais. folie furieuse. Voilà. Est-ce que vous avez juste un ordre d'idée du nombre de mots qui se trouvent dans le dictionnaire? Non. 8000. À 1000 près, allez. Beaucoup plus. Est-ce que ça Ah. veut dire tous les mots Un dans la milliard. langue française? Ouais, bah non, Non, du ça. dictionnaire, du coup il y a forcément des mots qui s'y trouvent pas Il y a combien vraiment. Je peux me permettre de tricher, il y a combien de pages Oui, Ah. Non, tu je peux. sais pas. Mais c'est un vieux, lui, non? Là, c'est Là, 94. c'est presque une encyclopédie ce que t'as là. Là, il y en a 1700 en gros. 1700 pages, s'il y a genre 20 mots par Ben, page. si je peux être chien, en fait, ça dépend du dictionnaire. 3 400 Ouais, 000. mais là c'est dans le petit Robert, je le précise. Le petit Robert, 94. 94 mots, c'est pas mal. Non. 80. 94 mots, ouais. Moi, je participe. Tu peux faire des phrases. 12. Il y en a 65 000. Attendez, j'étais God. en train de faire mon truc. 34 000, ça marche pas. Alors, Presque hippo. à l'occasion de Ton cette allemand. sortie du dictionnaire, je vous propose de lire votre avenir dans les pages du petit Larry. Ah, j'ai vu cette image. Oui. Lisez-moi Elle est trop l'avenir. drôle. Voilà, donc Vous allez tomber l'idée- sur la page suicide. L'idée, elle vient pas de moi, elle vient de Cécile Marx, qui est une humoriste française qui a notamment officié sur Piquante, bien entendu. Vous pouvez donc la retrouver sur les réseaux sociaux, Cécile Marx. Et donc, au lieu de vous expliquer le concept, on va jouer tout de suite. Bah, écoute, Ben, tu es le plus loin de moi. Est-ce que tu veux poser une question au dictionnaire? Ok. Ça va? Non, Mais il fout de ma gueule. une question pour ton avenir. L'idée, c'est Une question qu'on pour mon ait un avenir. peu Ok, dans la- est-ce ça que- va aller Ok, Vas-y. est-ce que je serai en forme? Quand? Est-ce que je serai en forme dans un an? Ok. Il faut me donner maintenant un numéro entre 1 et 1769. 2404. Ouais, Hein alors, Ça marche pas. Ah merde, 1700, pardon. pardon. 562. 562. Très bien. Casse les couilles. Hein. Non mais ça va, je maîtrise. Il va péter un câble, mais ça va. Ça va. 562. Il faut me donner un numéro entre 1 et 3 qui va correspondre aux 3 colonnes. Ok, 2. 2. Et ensuite, alors, je vais compter le nombre de mots. Et tu me dis stop au moment où, voilà, où tu veux que je m'arrête. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Stop. 10. 9 ou 10 10. 10. Invertébrés. Se dit des animaux pluricellulaires sans colonne vertébrale. Il demandait si ça Comme allait aller. les insectes, les crustacés, les mollusques, les vers, les oursins. Les mollusques. Oh La non. plupart des invertébrés supérieurs sont réunis dans l'embranchement des anthropodes. Ça va, tu vas avoir mal au dos. Aïe, aïe, aïe. Vraisemblablement, va falloir surveiller le dos, Ben. D'accord? Ok. Tu fais attention? Question. Hippo. Ma question c'est est-ce que je vais. Non, pas est-ce que je vais être heureuse, c'est trop. Je vais trop Vas-y. mieux. C'est trop dit, pas vrai. Je vais être trop mieux. Après, elle va être comme ça dans sa chambre. Est-ce que je serai épanouie Épanoui. Dans l'avenir. Épanouie Dans ta dans vie. l'avenir. Ok. Alors, Attends, prenez my life. un nombre Avenir entre proche. 1 et 1769. 222. J'espère que c'est pas un truc horrible. 222. Tu commences à regretter l'explication, ça va. Non, non, ça va. La quantité d'acariens que tu vas avoir sur les doigts. C'est horrible. Un numéro Well, entre c'est- 1 et 3. 1. Et Cause alors je vais first. compter et tu me dis stop. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 8. Chloroforme. Liquide incolore. D'une odeur éthérée résultant de l'action du chlore sur l'alcool. Et utilisé naguère comme anesthésique. Comblé sera-t-elle? Anesthésie vraisemblablement. Une opération Mais peut-être qui se peut-être qu'on présage. pourra- T'as déjà tellement senti la douleur que maintenant C'est t'es vrai. anesthésique. Ouais. ça va aller mieux. Ce n'est qu'une trente Mais oui. hippo. C'est ça, Il a rattrapé. exactement. Hein. Tu sais comme quand t'as un gros choc, Ouais. que t'as très mal et d'un coup la douleur s'en va et là, C'est ça. là t'as un espèce d'orgasme Ok. Bah, du cerveau. dis pas ça en me regardant. Par pitié. Elias, ta question pour le dictionnaire. Est-ce que je serais connu politiquement? Oh, Oh, j'adore. Il est ambitieux. Allez,
Numéro entre 1 et 10. Fascisme. T'as dit quoi? Fascisme. 1, 2, 2, 2. Je peux pas la croire. 1, 2, 2, 2. Ouais. Donc 122. Hein. Tu sais, il y a des nombres qui existent. Il est en CPCE1. 1, 2, 2, 2. Ah, 1222. 1222. Un numéro entre 1 et 3. Colonne 2. La colonne 2. Oh putain, mais alors, c'est très drôle. Alors, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vas-y, 11. 11. Carthagène. Cartagena, port d'Espagne. Province de Murcie, sur la Méditerranée. Métallurgie, raffinerie de pétrole. La Tu vas ville nous fut faire fondée une par les valse. Carthaginois. Non, Donc, c'est vraisemblablement, pas tu vas connu. être connu dans un pays hispanophone. Tu parlais de Cuba. Ah ouais. Ah, ouais. baby. C'est peut-être. Alors, sachez quand même que sur cette page, il y avait Cartel des gauches. Ah, ça aurait été. Et Oh dans la my colonne God. 2 en plus. Hein. Ah, c'est Donc, trop coalition dommage. partie à l'opposition. C'était quel numéro? C'était 4. Qui sera connu à droite. Hein, Oh my god. Donc, bon, c'est plutôt bon signe. Vraisemblablement, tu vas nous faire une Manuel Valls, quoi. Voilà. Iou. Qui est parti Mon en idole. Espagne. Ton idole. Marie, as-tu une question pour le dictionnaire? Est-ce que Bilbo sera encore Mais quand? dans un an? D'accord. Ok, ça nous mène Son à chat fin le mai mort. Je 2012. vous jure, Vas-y. si elle lâche un mort au Allez. deuil, alors là, c'est déjà. Stratégiquement, dès le début des pages. On finit. Écrasé. Ou la fin. On finit, Très on finit l'épisode. 709. 709. Allez, c'est très précis. Ça ça peut va. tellement être dans. J'ai dit vraiment pas au milieu. et Ouais, bien, he's like in the middle. 709. Entre 1 et 3. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, Stop. 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh non. Obsidienne. Verre volcanique de couleur sombre ayant l'aspect du verre de bouteille mais très cassant. Et juste avant, il y avait obsessionnel. Mais si le verre ça dure longtemps, donc peut-être que ça veut dire que dans un an c'est bon. Voilà, après, il y a Allez, c'est un le déni. minéral. Voilà. On est passé à pas loin de obsèques. Hein. Ah oui. Oh, bordel. Allez, prochaine question. Moi, je voulais savoir si j'aurais un meilleur stage l'année prochaine. Ah. Donc, je vais dire 238. 238, vous n'êtes pas du tout aventureux. 238, un numéro entre 1 et 3. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Stop. Cocasse. Ok, D'une bizarrerie mais drôle. ça peut slay. Ok. Sachant que le Atypique. premier mot c'était pardon, Coq. cocaïnisation. God. Cocaïnisation. Voilà. Non, alors, Et très bien. cocaïnomane, juste avant. Eh ben, T'es Coca- passé. T'es passé à 100. Et il y avait la cocarde aussi, hein, juste avant. Eh bah, Coca, ça, Donc, je cocasse, signe. c'est pas si mal. Ça va être un peu imprévu, quoi, voilà. Vas-y, Elouane, je vous en prie. Est-ce que j'aurai une vie amoureuse stable un jour Être ministre. 1342. Entre 1 et 3. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de définitions, c'est bien. Bah entre 1 et 2 du coup. Sfai. 2, ça m'arrange. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 10. Franche-Comté. Oh, slay. Bah, Il y aura voilà. peut-être Faut partir en un Bourgogne, ma belle. heureuse. Faut partir en Franc-comtois Franche-Comté. Sachant qu'il y avait Francfort Chaque avant. me. Et la colonne de 2 c'était juste France, 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 France 2, France 3, France libre, France. Que France libre. Que France. On peut le faire. Quoi? Ouais, on peut Oui. te le faire. On peut te le faire. Ouais, j'ai une dernière question moi. Oui, je le veux. Quand est-ce que se termine cet épisode de Contrôle Z? Ah bah c'est maintenant. En fait, j'ai pas besoin de répondre à la question. On est déjà à une Mais heure c'est et demie de boring. tournage. On a déjà 1h30 de tournage, Oui, les mais amis. dans une heure T'aurais pu lui 27, foutre ça aurait une été barre, bien. ça aurait fait le même effet. Marie Valipo, Elias, Ben, Louane, merci beaucoup. ça en Merci. fait. Contrôle Z revient dans un mois pour refaire le monde et l'actualité du mois de juin. D'ici là, n'oubliez pas de célébrer vos identités et de marcher pour vos fiertés. Avec votre consentement libre et éclairé, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye. Ciao.